Voici que certains des praticiens ont adressé aux enquêteurs la collection qu'ils ont pu faire des publications du papa et de la maman de Julien dans le Dauphiné libéré. Parce que pendant toutes ces années de combat judiciaire, il y a une tristesse insurmontable. Il y a des parents qui se rendent tous les jours au cimetière parler avec Julien. Il y a des parents pour qui un anniversaire, une fête de Noël est une peine supplémentaire. Alors ils parlent avec Julien sur la tombe, mais aussi par voie de presse interposée. Maître Gerby, ça fait longtemps qu'il nous raconte ces histoires de procès. Elles sont toutes plus prenantes les unes que les autres. C'est toujours passionnant d'avoir un œil à l'intérieur, de comprendre la justice, son fonctionnement, d'entendre comment on défend une victime. Car Maître Gerby est avocat et il a fait un choix. Il ne défend que des victimes. Un jour est née l'idée de ce podcast, vous raconter l'évolution de l'arrivée du client jusqu'au verdict. Vous écoutez Hervé Gerby raconte. Aujourd'hui, l'histoire de Julien, une histoire que l'on vous raconte en 2 épisodes. Voici le second. Le 18 janvier 2012, lorsque les parents de Julien me demandent de saisir le procureur de la République d'une plainte pour homicide involontaire, ils ont perdu toutes les étapes précédentes, leur recherche de vérité. Julien est décédé le 6 mai 2009 à 21h38 au CHU de Grenoble au cours d'un examen de ponction de moelle osseuse dans le cadre de son traitement pour la leucémie. Une défaillance cardiaque sur un enfant déjà très fragilisé non seulement par la chimiothérapie, mais surtout par une infection du tube digestif contractée au cours de ce traitement. La procédure que nous avions engagée devant la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, l'expertise diligentée dans le cadre de cette procédure, n'avait pas révélé la moindre faute. Contre toute attente, les parents de Julien ont obtenu d'un professeur de médecine un avis critique et un rapport mettant en cause l'anesthésie réalisée au cours de cet examen de myélogramme. Nous avons donc saisi d'une nouvelle expertise le tribunal administratif. Nous avons échoué en première instance comme en appel. C'est donc avec un nouveau courrier qu'ils reçoivent fin d'année 2011, le 4 novembre 2011, d'un médecin qui a relu l'expertise demandée par la CRCI que les parents sont déterminés à cette plainte pénale. Ce courrier les conforte sur le fait que la prise en charge de Julien n'aurait pas été optimale. Nous déposons donc notre plainte auprès du procureur de la République le 4 mai 2012. Je revois les parents et finalement, devant la complexité de ce dossier, le procureur de la République aura la lucidité de saisir directement un juge d'instruction. Nous sommes donc convoqués le 25 novembre 2012 dans le bureau du juge d'instruction qui veut recevoir les parents de Julien, qui veut comprendre leur démarche, qui veut savoir ce qu'ils reprochent précisément au CHU de Grenoble ou aux médecins qui ont pris en charge Julien, qui veulent savoir qui sont ces parents qui se battent depuis maintenant 4 années pour faire éclater cette vérité médicale et cette vérité judiciaire. Nous sommes donc reçus par une magistrate juge d'instruction au palais de justice de Grenoble. Ce palais construit au début des années 2000, gris, anthracite, un peu froid, dans un bureau toujours trop grand pour recevoir la peine des victimes. Nous expliquons la démarche, nous faisons part du rapport d'expertise et surtout de cette contre-expertise de ce professeur de médecine venu un peu à la rescousse médicale. Le juge d'instruction va expliquer quelle va être
l'enchaînement des choses. Il va faire interroger par des enquêteurs sur commission rogatoire l'ensemble du personnel soignant. Mais il va aussi ordonner des expertises médicales pour avoir d'autres avis à partir de tous les éléments que nous lui avons communiqués. Les auditions du personnel soignant vont reprendre les fautes que nous reprochons au CHU, à savoir la prise en charge au cours de la chimiothérapie, la nécessité de cet examen de ponction de moelle osseuse, de ce myélogramme qui intervient alors que Julien est déjà dans un état général très altéré, la réalisation même de cet examen et de l'anesthésie qui lui a été nécessaire. Et puis, nous reviendrons bien sûr dans les questions posées par les enquêteurs au personnel soignant sur cette question de l'infection du tube digestif. Parmi les différentes auditions, j'ai quelques-unes d'entre elles qui ont retenu mon attention. Bien évidemment, le chef de service de pédiatrie sera entendu, mais les médecins chargés de la mise en œuvre de la chimiothérapie, les hématologues, les médecins intervenus pour l'anesthésie seront interrogés. Tous vont devant les enquêteurs marquer leur réprobation sur ce document que nous avons produit de ce professeur de médecine et sur la notion d'anesthésie générale. Rappelez-vous, ce professeur de médecine indiquait « mais ça n'est pas une simple sédation qu'a subie Julien, c'est une véritable anesthésie lourde, contre-indiquée à ce moment-là de la prise en charge de Julien ». Voici ce que répondent les uns et les autres aux enquêteurs. On a utilisé de la kétamine, une sédation analgésie, un médicament contre la douleur. Car dans le contexte de Julien, il est important de prendre en compte la douleur. Je conteste le terme d'anesthésie générale, dira l'un d'eux. Il a eu aussi du Méopa, un produit couramment utilisé. Le myélogramme était nécessaire pour connaître la cause du manquement de plaquettes, mais surtout pour savoir si oui ou non Julien était en rémission de cette maladie. Cette décision de mise en œuvre du myélogramme a été prise entre tous les médecins et la famille qui était d'accord, dira l'une des personnes auditionnées. Le médecin anesthésiste qui réalise la sédation déclara ceci. Le médecin qui fait le myélogramme, c'est l'hématologue. Pour ma part, j'ai fait la sédation. Utilisation initiale du Méopa, oxygène et kétamine. Ça allait bien, les constantes étaient normales. Le médecin a débuté le myélogramme, piqûre dans l'os pour prélever la moelle osseuse. Le myélogramme se termine. Julien tout d'un coup a changé de couleur, devenant bleu. Il ne respirait plus. Il a été allongé, ventilé au masque sous oxygène à 100%. Et devant l'absence de réponse rapide, je l'ai intubé. Il a eu une dose d'adrénaline et derrière les doses, les choses se sont améliorées. Améliorées jusqu'à l'ultime défaillance cardiaque. À la question de cette dysfonction cardiaque, l'enquêteur demandera des précisions. Cette dysfonction cardiaque était multifactorielle. Qu'en pensez-vous, docteur ? Oui. Selon moi, les causes sont l'infection et les conséquences des médicaments de la chimiothérapie. Voilà. Voilà qui est dit à nouveau dans ce dossier, mais cette fois-ci par l'un des médecins qui a pris en charge Julien. Les causes de cette dysfonction cardiaque, dit ce médecin, sont l'infection et les conséquences des médicaments de la chimiothérapie. La question se fait plus pressante encore. Julien a-t-il attrapé au CHU une maladie nosocomiale ? Réponse : son infection
était en rapport avec des bactéries de son tube digestif. Ce n'est pas une contamination exogène. Rappelez-vous le débat. Le débat pour lequel nous nous battons depuis maintenant plusieurs années, cette notion d'infection exogène ou endogène. L'infection endogène, celle qui appartient au corps humain, à votre propre corps. Cette infection-là, elle vient de votre corps. Elle n'engage pas la responsabilité, disent les médecins, du centre hospitalier. Seul, selon eux, engage la responsabilité au titre d'une infection nosocomiale, une infection qui ne vient pas du corps du patient, mais qui a été portée par un élément extérieur, ce qu'on appelle manuporté. Voilà la différence sur laquelle les médecins tentent, depuis le premier rapport d'expertise, de nous entraîner. Un deuxième médecin est interrogé. Il s'agit d'un praticien hématologue, celui qui a réalisé le myélogramme. Il dit lui aussi qu'il ne s'agissait pas d'une anesthésie générale, mais bien d'une sédation. À la question qui lui est posée à lui aussi, de savoir quelle est l'origine de la dysfonction cardiaque, il répond: il y a eu les suites du sepsis dans le cadre d'une aplasie fébrile. Il y a un envahissement de la moelle osseuse du fait de la maladie leucémie. La chimiothérapie va rajouter en toxicité. Il y a une défaillance multiviscérale dont la principale était myocardique. Il a fait un choc septique infectieux du fait de l'aplasie et un possible point de départ digestif. Autrement dit, pour ce médecin, le point de départ de l'état général altéré de Julien, c'est ce choc septique infectieux d'origine digestive. Il ne remet pas lui non plus en cause ni la nécessité de réaliser cet examen de ponction de moelle osseuse, ce myélogramme, ni bien évidemment la technique qui a été utilisée. La réalisation de cette anesthésie était nécessaire et d'ailleurs, dit-il lui aussi, ça n'est pas une anesthésie générale, il s'agit d'une simple sédation. Alors, Julien a-t-il attrapé au CHU une infection nosocomiale ? Interrogent les enquêteurs. Cette infection, dit le médecin, on en a fait le diagnostic à l'hôpital. Julien n'a pas été contaminé par des bactéries extérieures, transportées, mais internes, déjà présentes dans le tube digestif ou les muqueuses. Voici que cet autre médecin, lui aussi, comme son confrère, comme l'expert judiciaire de la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, considère que dans la mesure où il s'agit de germes présents déjà dans le tube digestif, il n'y a pas d'infection nosocomiale. Le chef de service de pédiatrie sera lui aussi interrogé, c'est peut-être d'ailleurs la première fois et l'unique fois de sa carrière de professionnel, qu'il est interrogé par des enquêteurs à l'hôtel de police de Grenoble. La dysfonction cardiaque était-elle multifactorielle ? Répète l'officier de police judiciaire qui l'interroge. Sa réponse est claire. Elle est en grande partie liée aux problèmes infectieux et en particulier au deuxième épisode septicémique. Lui aussi donc, le chef de service de pédiatrie confirme que la défaillance cardiaque a pour point de départ un choc septique infectieux. Alors Julien a-t-il attrapé au CHU une maladie nosocomiale ? Réponse. Il a développé des germes endogènes digestifs pendant l'hospitalisation. Il y avait une fragilité de la barrière digestive décapée par la chimiothérapie avec une baisse des défenses immunitaires du fait de problèmes de globules blancs. La terminologie de maladie nosocomiale est mal adaptée dans le cas d'espèce. La terminologie de maladie nosocomiale est mal adaptée dans le cas d'espèce. Nous sentons, à la lecture de cette audition, qu'il sait que les débats juridiques est là, qu'il sait que, face à la réalité médicale, il y a une réalité juridique.
il sait qu'en réalité, cette terminologie de maladie nosocomiale est parfaitement adaptée à la situation de Julien. Ce qui m'a troublé dans le cadre de cette enquête, c'est la détermination avec laquelle un certain nombre de praticiens vont tenter de rejeter la responsabilité de tout cela sur les parents. Rappelez-vous, j'avais décrit des parents qui s'étaient battus pour avoir cet enfant unique, bien inséré dans la vie sociale, bien inséré dans la vie professionnelle, et qui voient le souffle de Julien s'en aller peu à peu dans le cadre de sa prise en charge jusqu'à son décès. Ses parents étaient effectivement très présents et c'étaient des parents manifestement en souffrance, sans doute mal accompagnés face à la difficulté à laquelle ils devaient faire face. Voici que certains des praticiens ont adressé aux enquêteurs la collection qu'ils ont pu faire des publications du papa et de la maman de Julien dans le Dauphiné libéré. Parce que pendant toutes ces années de combat judiciaire, il y a une tristesse insurmontable. Il y a des parents qui se rendent tous les jours au cimetière, parler avec Julien. Il y a des parents pour qui un anniversaire, une fête de Noël est une peine supplémentaire. Alors ils parlent avec Julien sur la tombe, mais aussi par voie de presse interposée. Et certains soignants ont gardé ces messages. Décembre 2011. La photographie du petit Julien est dans le Dauphiné libéré, avec un texte qui lui est dédié. Un nouveau Noël sans toi. Ton visage si beau et si rayonnant, tes yeux si pétillants par ce mois de fête. Par ta présence invisible, tu essaies par tous les moyens de nous réchauffer notre cœur meurtri et d'atténuer notre tristesse. Voilà ce que veulent mettre en évidence certains des soignants, et ils le disent spécifiquement aux enquêteurs. Voilà ce passage qui est surligné par eux. Julien, tu es là pour nous guider du bon et mauvais, et tu nous fais rencontrer des gens de cœur et d'amour, laissant sur notre chemin des personnes qui n'en valent pas la peine. Pourquoi expliquer ? Ils ne comprendront jamais la vraie valeur de la vie. Nous implorons chaque jour une réponse à nos questions de ton départ si brutal, et nous voulons croire que ce jour de vérité viendra, car nul ne peut garder en soi un secret trop lourd. Toi, enfant de paix et si exceptionnel, penser à toi chaque jour est loin d'être suffisant. Nos yeux sont levés vers toi en implorant ton petit prénom si doux à notre ange d'amour, Julien. Et dans le dossier pénal qui sera remis au juge d'instruction, les publications des parents, les publications des grands-parents, les publications des oncles et des tantes de cette famille que le personnel soignant a considérée beaucoup trop nombreuse autour de cet enfant. Presque comme si cette présence affectueuse était un frein à la guérison de Julien. L'un des professionnels de santé, le 17 avril 2013, dira ceci aux enquêteurs. Il y avait une angoisse de mort terrible de la part des parents et je pense de la part de Julien aussi. Il y a pourtant plus de 80% de guérison dans ce service. Rien ne pouvait faire baisser cette angoisse, matérialisable, palpable, avec surtout le papa qui était désespéré. Le papa avait l'attitude d'un père qui a perdu son enfant. Il faisait comme un deuil anticipé. J'étais présente lors de l'entretien avec les membres de la famille, après le décès de Julien, lorsque le père tenait le portrait peint de son enfant. Le personnel était sidéré. Cet enfant était idéalisé, c'était un demi-dieu mais pas un enfant. Et voilà comment conclut ce personnel. Pour moi, ces parents, ce sont des quérulents processifs, s'attachant aux moindres détails, attaquant tout.
Je ne vois rien d'autre à ajouter. Donc en réalité, face à cette procédure judiciaire, sans doute très lourde parce que ça n'est pas agréable que d'être convoqué à l'hôtel de police pour répondre d'une prise en charge d'un petit enfant de 9 ans qui décède dans les circonstances que nous connaissons. Et face à cela, s'était mise en place une stratégie collective de défense retournant la situation contre les parents et faisant d'eux, en réalité, les responsables d'un climat délétère qui aurait été un handicap dans la prise en charge de Julien. L'enquête va être retournée au juge d'instruction avec la conclusion pour les enquêteurs qu'aucune de ces auditions ne permettra de déterminer la vérité sur les causes du décès de Julien. Alors je l'ai dit, avec ces auditions, le juge d'instruction va lui-même mettre en œuvre des expertises médicales. Il va très rapidement solliciter un premier expert. Ce premier expert va rendre ses conclusions au terme de laquelle il dira que la prise en charge médicale était adaptée à l'état de l'enfant tout au long du parcours de soins, pourtant extrêmement difficile. Et je ne note aucun manquement de quelque ordre que ce soit. Lorsque nous avions reçu ces conclusions expertales, nous avions immédiatement demandé que l'expert puisse donner des précisions parce que nous avions toujours en main ce rapport de ce professeur de médecine qui a déclenché la procédure administrative précédente et puis cette plainte, ce rapport qui met en cause l'opportunité du myélogramme, de cet examen de ponction de moelle osseuse et qui met en cause aussi la manière avec laquelle cet examen a été réalisé. Nous avions donc demandé un complément. Voici ce que dit l'expert à ce complément. Mes réponses ont été faites au regard de mes compétences et expériences professionnelles qui se fondent sur une trentaine d'années d'exercice de l'hématologie pédiatrique et notamment la prise en charge de leucémie de l'enfant. Je suis allé jusqu'au bout de l'analyse de ce dossier et ne vois aucune raison de changer mes conclusions. Nous ne pouvions nous satisfaire de ce rapport émis par un hématologue de même niveau que le premier expert judiciaire, celui de Reims, celui désigné par la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux. Rien de neuf sous le soleil. Mais puisque nous critiquions l'opportunité d'un examen et les conditions de réalisation de l'anesthésie, il fallait donc bien qu'un anesthésiste mette la main à la pâte, jette lui aussi un regard sur ce dossier. Nous avons donc obtenu une nouvelle contre-expertise. Le juge d'instruction a fait droit à notre demande de contre-expertise et a désigné cette fois-ci un collège d'experts avec un nouveau hématologue. Ce sera donc le troisième hématologue désigné dans cette affaire. Et puis un spécialiste en anesthésie et réanimation. L'hématologue va confirmer que si le myélogramme aurait pu être décalé de quelques jours, alors qu'il a été réalisé au moment où l'état général de Julien était le plus altéré, il ignore si le déplacement de cet examen aurait évité le décès de Julien, dans la mesure où celui-ci présentait une insuffisance cardiaque majeure dont l'origine est multifactorielle. Quant à l'anesthésiste réanimation, comme tous les médecins qui ont défilé devant les enquêteurs, il vient dire que l'analyse du professeur de médecine sur laquelle nous nous appuyons était totalement erronée. Julien n'a pas bénéficié d'une anesthésie générale, mais bien d'une sédation anesthésie, ce qui n'est pas la même chose. Il confirme que les traitements mis en œuvre, la kétamine, le méopa, sont des traitements classiques, qu'ils ont été administrés à la dose classique. Ils ne sont responsables pour rien dans le décès de Julien. Voilà qui, dans le cas de cette instruction, je crois,
finit par apporter les éléments de réponse dont moi, en tout cas, en tant qu'avocat, j'avais besoin pour la conduite de cette affaire. Bien évidemment que, puisque nous avons des auditions qui ne donnent pas d'éléments supplémentaires sur les causes du décès de Julien, puisque nous avons non pas une nouvelle expertise, mais un complément et une nouvelle contre-expertise qui confirme qu'il n'y a pas de faute médicale dans le suivi de Julien. C'est donc sans surprise que nous nous orientons vers une ordonnance de non-lieu. Le juge d'instruction n'a aucun élément pour mettre en examen quiconque dans ce dossier. L'ordonnance de non-lieu va être rendue dans un délai très long, parce que toutes ces expertises et contre-expertises que nous avons demandées ont pris un temps incroyable. L'ordonnance de non-lieu va être rendue le 28 août 2018. 6 ans. 6 ans après la plainte que nous avons déposée auprès du procureur de la République. Malgré tout, nous allons tout de même faire appel de cette ordonnance de non-lieu pour demander qu'à nouveau soit explorée les questions autour du myélogramme, autour de cette ponction de moelle osseuse, de cet examen banal qui aura entraîné le décès de Julien, et autour de cette infection nosocomiale que je suspecte dans sa qualification juridique depuis la première expertise. Nous faisons appel de cette ordonnance de non-lieu et je me souviens encore de la plaidoirie que j'ai pu défendre le 15 janvier 2019 à la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Grenoble. 3 magistrats professionnels, indépendants du juge d'instruction, vont examiner à nouveau le dossier de Julien avec un œil bienveillant parce que cette affaire bouleverse n'importe quel parent, que l'on soit un professionnel du droit, avocat, magistrat. Nous sommes aussi très souvent des pères ou des mères de famille, des frères ou des sœurs de jeunes enfants, et le parcours du papa et de la maman de Julien est un parcours bouleversant. Et je me souviens qu'il a bouleversé les magistrats de la Chambre de l'instruction. Il n'en reste pas moins que la Chambre de l'instruction va, en toute logique, clôturer définitivement le chapitre judiciaire pénal de cette affaire en confirmant l'ordonnance de non-lieu dans une décision qui sera rendue le 30 avril 2019. Si je résume le parcours que nous avons fait depuis le décès de Julien 10 ans plus tôt, le 6 mai 2009. Au 30 avril 2019, nous avons 3 expertises confiées à 4 médecins en hématologie, en anesthésie, réanimation, qui n'ont rien à reprocher à la prise en charge médicale de cet enfant. Nous avons un avis négatif de la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux. Nous avons eu 2 décisions de rejet du tribunal administratif pour une nouvelle expertise. Et nous avons cette décision définitive de non-lieu. Lorsque je revois le papa et la maman de Julien le 13 mai 2019, 10 ans ont passé depuis le décès de Julien. Ils vont toujours le voir, tous les jours. Ils vont toujours lui promettre qu'ils trouveront la vérité. Et cette vérité, j'ai l'impression que je la détiens depuis le premier rapport d'expertise. Depuis cette première question que je pose à la CCI, à la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux,
cette infection du tube digestif, contractée au cours des soins, favorisée par la chimiothérapie, cette infection doit être regardée comme une infection nosocomiale. Et elle doit permettre de reconnaître que Julien a bien été victime d'une infection contractée en service hospitalier qui est à l'origine de son décès. Et les parents peuvent être indemnisés et doivent être indemnisés de ses conséquences. Je les revois le 25 novembre 2019, le 26 mars 2020, et ce n'est que le 17 juillet 2020 que je vais en leur nom déposer cette requête que je leur suggérais déjà. Nous étions avant la plainte devant le procureur de la République en janvier 2012. Je leur proposais, rappelez-vous, une alternative. Saisir le tribunal administratif directement pour invoquer l'infection nosocomiale ou déposer plainte au pénal. Cette requête aura attendu 8 ans avant d'être déposée. Mais nous finissons par la déposer donc le 17 juillet 2020. Et le premier argument que j'évoque, c'est celui d'une infection nosocomiale. Je rappelle que juridiquement, une infection qui est contractée pendant des soins en service hospitalier doit être regardée comme associée aux soins, donc infection nosocomiale, et que tout le débat sur lequel les médecins nous ont entraînés depuis des années, de savoir si elle est exogène ou endogène, si les germes appartiennent au tube digestif de cet enfant ou pas, que tout ce débat-là est en réalité juridiquement un faux débat. Que là où la médecine entraîne des nuances de regard, eh bien, le droit a tranché. On ne distingue pas selon que le germe est déjà présent dans le corps ou pas. Dès lors que ce germe prolifère pendant une prise en charge médicale, c'est de la responsabilité sans faute, de droit, de plein droit, soit de l'établissement hospitalier, soit de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, l'ONIAM, lorsqu'il y a un décès. Cet office n'a jamais été mis en cause dans le cadre de la procédure. C'est la première fois que je vous en parle. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, nous devons, cette fois-ci, le mettre en cause dans le cadre de cette requête. C'est un élément nouveau. Il n'est jamais apparu pendant ces 10 années de procédure. Et là, je vais devoir le mettre en cause pour solliciter directement sa condamnation à prendre en charge les conséquences du décès de Julien, conformément à la loi. Dans le cadre de cette procédure, le CHU va déposer un mémoire, une argumentation dans laquelle il va rejeter bien évidemment toute responsabilité dans la prise en charge, toute faute médicale et toute infection associée aux soins. L'ONIAM va adopter une posture qui consistera d'abord à dire « Mais moi, cette expertise sur laquelle vous vous appuyez, ces expertises, puisque ma requête s'appuie non seulement sur la toute première expertise faite à Reims, dans le cadre de la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, mais aussi des expertises pénales et des auditions que j'ai évoquées tout à l'heure. C'est tout cela que je verse. Ma procédure pénale vient au soutien de ma première expertise. L'ONIAM vient dire « Mais moi, tout ça, je n'étais pas parti à tout ça. Je n'ai pas fait valoir d'argumentation technique. On ne peut pas m'opposer des expertises dans lesquelles je n'ai pas été appelé pour faire valoir mes observations. » Et en tout état de cause, il s'agit d'un germe endogène. Il n'y a pas d'infection nosocomiale. La procédure va être relativement courte, puisque finalement, c'est par une décision du 21 mars 2023 que le tribunal administratif de Grenoble va rendre la décision que moi, personnellement, j'attends depuis plus de 10 ans. Cette décision qui va éclairer la réalité judiciaire de cette affaire. Cette décision qui donnera
les éléments de réponse définitifs aux parents de Julien. Voilà ce que dit le tribunal administratif. Julien, né en 2000, souffrait d'une leucémie aiguë diagnostiquée le 31 mars 2009 au CHU de Grenoble et qui a été immédiatement traitée par chimiothérapie. 2 épisodes infectieux sont survenus le 19 avril et le 25 avril, donnant lieu à des séjours en réanimation. Après la réalisation d'un myélogramme le 6 mai, Julien décédera en fin de journée d'un choc septique. Le tribunal rappelle ceci en préalable. Doit être regardé comme présentant un caractère nosocomial, au sens du Code de la santé publique, une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient qui n'était ni présente ni en incubation au début de cette prise en charge, sauf s'il est établi que cette infection a une autre origine que la prise en charge, y compris en cas d'infection due à un germe présent dans l'organisme du patient avant le traitement. Autrement dit, peu importe que le germe soit endogène ou exogène, ça n'est pas le débat. Si le germe n'était pas présent ou en incubation au moment de la prise en charge médicale, et si l'infection ne résulte pas d'une cause étrangère à cette prise en charge, nous sommes en présence d'une infection nosocomiale. Et voilà ce que dit le tribunal administratif. Il ressort du rapport d'expertise, du premier rapport d'expertise, commis par la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, que le décès du jeune Julien doit être regardé comme la conséquence de la contamination infectieuse par un germe endogène lié au traitement chimiothérapique qui a occasionné des lésions à la muqueuse intestinale. Ces conclusions ne sont pas contestées. Dès lors, l'infection présente un caractère nosocomial sans pouvoir être qualifiée d'affection iatrogène et eu égard à ses conséquences, ouvre droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale. Autrement dit, le tribunal administratif vient valider l'orientation que je pressentais depuis le dépôt du premier rapport d'expertise. Il n'y a pas de débat sur un germe endogène ou exogène. L'infection résulte du traitement de chimiothérapie. Elle a débuté pendant la prise en charge de Julien au CHU de Grenoble. Et surtout, cette infection est bien la conséquence directe de la défaillance cardiaque de Julien. Elle est en lien de causalité, disons-nous juridiquement, avec le décès de Julien. Les parents seront indemnisés. Je n'ose dire à cet instant ce que vaut devant la juridiction administrative la vie d'un petit garçon de 9 ans, la vie d'un enfant unique, désiré pendant des années. C'est vrai qu'une vie, c'est inestimable. Mais parce que notre système judiciaire n'entrevoit pas autre chose que la réparation financière, sans doute sommes-nous assez loin de ce qu'il aurait été concevable dans un tel cas de figure. Le droit doit encore progresser sur cette matière et ce sont des affaires comme celle-ci. Des affaires portées à bout de bras pendant des années par des parents qui ne lâchent rien pour découvrir la vérité, fût-elle autre que celle à laquelle ils ont pensé, fût-elle peut-être au départ moins réconfortante. C'est parce qu'il y a des parents comme Julien qui font des promesses de ne jamais rien lâcher que notre droit médical, que la médecine elle-même progresse. J'ai gardé les contacts avec le papa et la maman de Julien. Bien évidemment qu'au fil des années, les liens se sont tissés. Aujourd'hui, ce sont des parents sans doute apaisés, avec une réponse judiciaire qui n'est peut-être pas la réponse qu'ils ont en tête, qui n'est peut-être pas ce secret
auxquels ils ont pensé. Mais au moins, ils ont été au bout du chemin. Ils ont mis en œuvre tout ce que le droit leur permettait de mettre en œuvre pour avoir une réponse. En cela, ils ont l'un et l'autre répondu à la promesse qu'ils ont faite un jour sur la tombe de Julien. Vous avez écouté Hervé Gerbier raconte, un podcast produit par Victimes et Préjudice Avocats, réalisé par Alcat Media, musique Alon Peretz. À bientôt.